As-tu déjà ouvert ta porte d'entrée, pensant à une journée calme, pour voir ta vie s'effondrer en 10 secondes? Moi, oui. Un instant, j'étais juste un ambulancier épuisé, rentrant après un double quart, et l'instant d'après, je regardais ma femme sourire comme si elle avait gagné un prix. Et derrière elle? Derrière elle, c'était la fin de notre mariage. Puis elle a dit 6 mots qui ont brisé le sol sous mes pieds. C'est ainsi que tout a commencé. Mais pas comme ça c'est fini. Car elle pensait que je m'effondrerais. Elle ne savait pas que j'étais prêt. Elle ignorait que je connaissais la vérité. Et quand la poussière est retombée, elle a perdu plus que son mariage. Elle a perdu ce qu'elle pensait que je ne pourrais jamais lui prendre, ma paix. C'est l'histoire de comment elle a tenté de remplacer sa famille, pour être remplacée par la vérité. Revenons au début. Je m'appelle Thomas. J'ai 36 ans, ambulancier de métier, et père d'un garçon de 12 ans, Léo mon univers. On a toujours eu cette entente tacite entre nous. Moi et Camille ma femme, ou plutôt mon ex étions ensemble depuis presque 15 ans. Mariés pendant 12. Elle a 34 ans, graphiste avec un talent pour l'image de marque, un goût pour les tisanes bio, le décor minimaliste et, apparemment, la trahison. Elle est aussi magnifique. Le genre de beauté qui fait tourner les têtes au supermarché. Pendant longtemps, j'ai cru être le chanceux. Bon sang, je le savais. Jusqu'au jour où tout s'est défait avec un coup à la porte. C'était un mardi après-midi. Je venais de rentrer d'un double quart, rien de spectaculaire, juste des appels matinaux habituels et un type ivre qui a glissé sur la laisse de son chien. J'étais encore en uniforme, pieds nus dans l'entrée, chaussures enlevées. La maison était calme, trop calme. Léo était à l'étage, faisant ses devoirs, probablement avec son casque audio. Puis on a frappé. Ferme. Assuré. 2 coups, une pause, puis un autre. J'ai pensé à une livraison ou à un voisin ayant encore une fuite. Je n'ai même pas regardé par le Judas. J'aurais dû. J'ai ouvert, et elle était là. Camille se tenait sur le perron comme dans une pub de magazine jean serré qu'elle n'avait pas porté depuis des mois, haut ajusté qui semblait faire une déclaration, et un sourire qui n'avait rien à faire dans un mariage. Ce rictus. Je ne l'oublierai jamais. On aurait dit qu'elle attendait des applaudissements. Comme si elle était fière de ce qui allait suivre. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle, appuyé sur une Range Rover noire comme s'il était roi, un type que je n'avais jamais vu. Grand. Bronzé. Cheveux trop parfaits pour être vrais, lunettes de soleil comme sur un tapis rouge. Il s'appelait, j'apprendrai plus tard, Marc. Il avait un bras autour de 2 garçons. Ils avaient peut-être 9 et 11 ans. Trop bien habillés, trop immobiles, comme si ce n'était pas leur première fois dans l'allée de quelqu'un d'autre. Et là, Camille a lâché la bombe. Thomas, voici Marc et ses fils. Ils vont rester ici un moment. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Faire semblant? De quoi? Qu'on essayait encore? Que toutes ces nuits tardives et ces silences froids ne menaient pas à ça? Que la femme que j'avais épousée n'avait pas disparu sous mes yeux? Je n'ai rien dit. Impossible. Ma bouche était sèche. Mes mains semblaient de pierre. Je suis resté là, regardant Camille me frôler comme si j'étais un employé. Comme si je n'étais pas son mari. Sans hésiter, elle est entrée dans la maison qu'elle avait aidé à décorer, comme si elle en était toujours la reine. Marc l'a suivie avec une démarche nonchalante. Comme s'il avait gagné quelque chose. Ses fils ne parlaient pas. Ils traînaient 2 valises assorties, regardant autour d'eux comme dans une location de vacances. J'ai tourné la tête et vu Léo en haut des escaliers. Sa bouche était entr'ouverte, ses yeux fixés sur les intrus dans notre salon. Il avait l'air d'un cerf pris dans les phares. Perplexe. Blessé. Effrayé. Je me suis dirigé vers lui, l'instinct prenant le dessus, mais Camille continuait. Elle a jeté son sac sur le canapé comme après un cours de yoga, pas comme si elle venait de détruire notre famille d'un coup chirurgical. Ne rends pas ça plus dur que nécessaire, a-t-elle dit sans me regarder. Ça faisait longtemps que ça venait. Et peut-être que oui. Peut-être que je l'avais vu et ignoré. Le téléphone qu'elle ne lâchait jamais. L'obsession soudaine pour la salle de sport. Les nouveaux sous-vêtements encore étiquetés. Sa façon de texter dans la salle de bain ou de sortir, juste prendre l'air. Je pensais que c'était une mauvaise passe. Une saison.
quelque chose qu'on pouvait réparer. Si je tenais bon, continuer à être là, à préparer le dîner, réparer le robinet qui fuit, rester stable, elle reviendrait. Il s'avère qu'elle avait déjà quelqu'un autour d'elle. Pendant que j'étais dans la pièce d'à accent grave côté à tenir la maison, elle en construisait une autre dans mon dos. Pas d'explication. Pas d'excuse. Juste cette présentation arrogante d'un homme et de ses fils, comme si elle montrait de nouveaux meubles. Comme si on ne comptait pas. Comme si Léo n'était pas là, regardant la femme qu'il appelait maman laisser deux étrangers franchir notre porte. Elle a allumé la télé. Marc s'est affalé sur le canapé comme s'il payait l'hypothèque. Ses fils lorgnaient déjà la cuisine. Et j'ai réalisé, ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Elle n'était pas désolée. Elle en avait fini. Et à ce moment, quelque chose en moi ou quelque chose que j'ignorais posséder s'est réveillé. Pas de la rage. Pas de la tristesse. Quelque chose de plus discret. Plus acéré. Une détermination. Ce n'était pas fini. Loin de là. Je n'ai rien dit. J'ai juste tourné les talons et marché vers la chambre, un pas lent à la fois. C'était autrefois notre chambre. Mais à cet instant, elle semblait à nouveau mienne. Ou du moins, elle le serait bientôt. Les murs portaient encore des photos de famille, nous au lac d'Annecy, le salon scientifique de Léo l'an dernier, le sourire forcé de Camille sur chacune. Maintenant, elles semblaient fausses. Juste des cadres remplis d'une version d'elle que je croyais connaître. Je me suis dirigé vers la table de nuit de mon côté et ouvert le tiroir du haut. Tout semblait comme d'habitude un fouillis de chargeurs inutilisés, quelques vieilles cartes d'anniversaire de Léo, le stylo que Camille m'avait offert avec mon nom gravé, maintenant une blague. Sous tout ça, il y avait le dossier. Simple, en papier craft. Coin plié. Mais à l'intérieur. Des preuves. Des mois de preuves. Je l'ai sorti et me suis assis au bord du lit, parcourant le contenu une dernière fois. Une part de moi voulait encore croire que ce n'était pas réel. Que j'avais tort. Que j'avais mal interprété. Mais au fond, je savais que non. Je le savais depuis un moment, je ne voulais juste pas l'accepter. Peut-être à cause de Léo. Ou parce que je refusais de croire que j'avais bâti ma vie autour de quelqu'un capable de tout jeter aussi facilement. Les premières pages étaient des captures d'écran. Des messages que Camille envoyait à son amie Laura. Des messages où elle se vantait de Marc. De comment c'était, rafraîchissant, d'être avec quelqu'un qui, la voyait vraiment. Que j'avais, décroché il y a des années. Que Marc, la traitait comme si elle comptait. La même Laura qui venait dîner chez nous. Qui me souriait pendant que je lui passais une assiette. D'autres captures. Camille riant de porter une nouvelle tenue au bureau, juste pour embêter Thomas. Disant à Laura qu'elle ne se sentait pas coupable. Que j'étais, trop gentil pour remarquer quoi que ce soit. Que Léo, s'adapterait avec le temps. Ensuite, les factures d'hôtel. 2 nuits dans un hôtel à Aix-en-Provence. L'une datant du week-end où elle m'a dit rendre visite à sa mère. Je me souviens, Léo était malade ce week-end. J'ai veillé toute la nuit pendant qu'elle disait que sa mère n'allait pas bien. Elle m'a envoyé un texto. Une seule fois en 3 jours. Prétextant que son téléphone était mort. Il y avait aussi des relevés bancaires. Des dépenses que je n'avais pas questionnées. Des dîners coûteux dans des quartiers qu'elle n'avait jamais mentionnés. Une facture dans une boutique de vêtements pour hommes pour plus de 300 €, clairement pas pour moi. Puis, la pièce finale, les messages Instagram. Elle ne les avait même pas supprimés. Marc écrivant à une collègue de Camille, se vantant d'avoir gagné. Qu'il l'avait sortie de cette petite maison triste. Qu'il n'en revenait pas qu'elle soit restée mariée à ce type si longtemps. Mon nom n'était pas mentionné, mais pas besoin. Tout le monde savait qui était ce type. J'ai refermé le dossier. Je l'ai tenu sur mes genoux un instant. Mes mains tremblaient légèrement, pas de colère. Juste de l'incrédulité. De l'épuisement, peut-être. C'est étrange de réaliser que la personne en qui vous aviez le plus confiance planifiait sa sortie pendant que vous essayiez encore de consolider les fondations. Je me suis levé et suis retourné dans le couloir. Les voix du salon flottaient vers moi au Camille riant à quelque chose que Marc avait dit. J'espérais que Léo n'entendait rien de tout ça. Je suis entré dans le salon et me suis arrêté devant elle. Elle était assise sur le canapé comme si rien ne s'était passé.
Elle m'a regardé, l'air ennuyé, et a haussé un sourcil. C'est quoi, ça, a-t-elle demandé en désignant le dossier. Une collection de mèmes? C'était elle, tout craché. Même maintenant, même ici, toujours à plaisanter. À faire comme si rien n'était sérieux. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste tendu le dossier. Elle l'a pris, agacée. Comme si c'était une corvée. Elle l'a ouvert, s'attendant probablement à des reçus de course ou de vieilles factures médicales. Mais ça n'a pas pris longtemps. Son expression a changé en un instant. Le rictus? Disparu. Cette fausse assurance? Brisée. Ses yeux ont parcouru les pages de plus en plus vite, comme si elle espérait qu'elles s'effacent en les lisant rapidement. Les captures. Les factures. Les messages. Tout. Elle m'a regardé. Pas un mot. Et là, j'ai su enfin, sans aucun doute qu'elle savait que je savais. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas moi qui étais en position de faiblesse. C'était elle. Et je n'allais pas la laisser s'en sortir en manipulant la situation. Elle n'a rien dit après avoir refermé le dossier. Elle est restée assise, épaules crispées, mâchoire serrée, doigts raides autour du bord du papier craft, comme si elle voulait le briser en deux. Son visage s'est vidé de couleur, puis le rouge est revenu, brûlant. Mais elle est restée silencieuse. Pour une fois, Camille n'avait ni répartie narquoise, ni excuses astucieuses, ni discours interminables accusant le stress, la distance émotionnelle ou le fait que je n'étais plus l'homme qu'elle avait épousé. Elle n'avait pas besoin de parler. Léo est descendu des escaliers. Il avait dû nous entendre ou peut-être juste sentir l'atmosphère. Cette lourdeur qui s'installe quand la vérité force la porte et refuse de partir. Il s'est tenu à côté de moi, sa main frôlant mon bras, comme pour vérifier que j'étais toujours réel. Ses yeux n'étaient pas mouillés, mais brillants. Grands. Blessés. Mais plus effrayés. La peur avait disparu. Quelque chose d'autre l'avait remplacé. De la force. Il l'a fixé droit dans les yeux. « Tu n'es plus ma mère », a-t-il dit, la voix tremblante mais claire. « J'ai vu tes messages. Tu disais vouloir te débarrasser de moi. Parce que je te rappelle papa. » Les mots ont frappé comme un marteau. Chacun lourd, lent, définitif. Camille a eu l'air d'avoir été giflée. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti au début. Puis son visage s'est empourpré oreille, cou, joue et elle a craché les mots comme du venin. Petit insolent. Je me suis interposé avant qu'elle n'ajoute quoi que ce soit. Ne lui parle plus jamais comme ça. Marc s'est levé du canapé, décidant enfin de s'impliquer. Il a levé les mains comme un médiateur, parlant avec ce ton faussement détendu que certains utilisent quand ils n'ont jamais vraiment reçu un coup au visage. Écoute, mec. Dis mon pote et je te jure que tu repars avec moins de dents qu'à ton arrivée. Il a fermé la bouche. Il a regardé Camille, comme si ce n'était pas ce qu'ils avaient répété. Peut-être que le spectacle était fini et qu'il n'avait plus le contrôle du scénario. Elle s'est levée. Ses gestes étaient rapides, brusques. Elle a attrapé son sac, l'a jeté sur son épaule avec la même désinvolture qu'à son arrivée. Peu importe. Mon avocat te contactera. J'ai hoché la tête. Parfait. Le mien aussi. Sauf que le mien n'arriverait pas avec des mots de colère ou des menaces vides. Le mien viendrait avec des faits. Des horodatage. Des captures et des reçus, tout ce que j'avais gardé dans ce dossier pendant qu'elle enterrait notre mariage. Camille s'est tournée vers la porte, comme pour sortir théâtralement, mais s'est arrêtée. Comme si elle réalisait que Marc et ses fils n'avaient pas bougé. Ils semblaient mal à l'aise, maintenant. Déplacés. Comme des acteurs ayant oublié leur réplique au milieu d'une pièce. Je me suis approché de Léo et ai posé une main sur son épaule. Il n'a pas détourné les yeux d'elle. Pas cligné. Il est resté là, comme un gamin qui en avait déjà trop vu et n'allait plus faire semblant. Marc s'est raclé la gorge. Peut-être qu'on devrait vous laisser un peu d'espace. Vous en avez déjà trop pris, ai-je coupé. L'expression de Camille s'est tordue à nouveau. Elle m'a regardé comme si j'étais le méchant, maintenant. Comme si j'avais ruiné quelque chose de sacré. C'était ça qui me sidérait toujours. Sa capacité à réécrire l'histoire sur le champ. Se poser en victime après avoir allumé la mèche. Tu ne vas pas inverser les rôles, ai-je dit calmement.
Pas après tout ça. Elle n'a pas répondu. Juste un dernier ricanement, un regard vers Léo comme s'il était un étranger, et elle s'est dirigée vers la porte. Marc a hésité. Il attendait peut-être quelque chose de moi. Il n'a rien eu. Tu penses qu'elle ne te fera pas pareil, ai-je demandé. Donne-lui du temps. Il n'a pas répondu. Camille a ouvert la porte et est sortie au soleil. Marc et ses fils l'ont suivi, traînant leurs valises comme s'ils allaient dans un hôtel sans réservation. Je n'ai pas fermé la porte tout de suite. Je les ai regardés descendre l'allée. J'ai vu Camille essayer de garder une posture droite, comme si elle contrôlait encore. Mais j'ai vu le tremblement de sa main en ajustant la sangle de son sac. J'ai vu qu'elle ne s'est pas retournée. Et j'ai vu Léo à côté de moi, calme mais silencieux, les regarder partir. Quand la porte s'est enfin refermée, ce n'était pas avec colère. C'était avec finalité. Le genre dont on ne revient pas. 2 jours après qu'elle est partie avec Marc, Camille est revenue. Cette fois, elle avait de la compagnie 2 officiers en uniforme, mal à l'aise, de chaque côté d'elle comme des serre-livres. C'était en fin d'après-midi. Je venais de rentrer du travail, à peine changé de mon uniforme. Léo était à l'étage, faisant ses devoirs de maths. La dernière chose à laquelle je m'attendais était d'ouvrir la porte et de trouver mon ex-femme flanquée de forces de l'ordre. Elle n'avait pas l'air gênée. Pas même penaude. Elle semblait arrogante. Comme si c'était une démonstration de pouvoir. Je viens récupérer quelques affaires personnelles, a-t-elle dit. Les officiers sont là pour éviter, tout malentendu. Je l'ai regardé, puis les flics. L'un d'eux, un jeune, peut-être la fin de la vingtaine, a bougé son poids d'un pied à l'autre et m'a fait un signe poli. Monsieur, elle veut juste prendre ses affaires. On est là pour que ça reste courtois. Ça ne devrait pas être long. Je n'ai pas discuté. Pas fait de scène. Je me suis écarté et les ai laissés entrer. Elle n'a pas hésité. Elle est entrée comme si elle avait encore la clé. Ses talons claquaient sur le parquet en montant directement à l'étage. L'un des flics l'a suivi. L'autre est resté dans le salon, essayant de ne pas sembler trop mal à l'aise. Je ne lui en voulais pas. L'air dans la maison était lourd, comme s'il n'avait pas été purifié depuis la dernière explosion. Quelques minutes ont passé. Je n'ai rien dit. Je suis resté près de la cuisine, buvant un verre d'eau, essayant de garder mes mains stables. Puis Léo est descendu. Il a regardé l'officier, puis moi. Je lui ai fait un petit signe de tête. Il s'est dirigé vers la vieille étagère du couloir et a sorti une photo encadrée. C'était son 5e anniversaire. Camille le serrait dans ses bras, du glaçage sur son nez, et j'étais en arrière-plan, les tenant tous les deux. On ressemblait à une vraie famille. On l'était. Il s'est avancé vers l'escalier, tenant la photo à 2 mains. Quand Camille est redescendue, portant un sac de sport rempli de vêtements et ce qui semblait être un de mes pulls, Léo s'est placé sur son chemin. Il n'a pas haussé la voix. Il n'a pas pleuré. Il a juste tendu la photo. Prends-la, a-t-il dit. Pour que tu te rappelles ce que tu as jeté. Camille s'est figée. Elle a regardé la photo comme si elle était radioactive. Son visage n'a pas changé. Pas d'émotion. Pas de regret. Juste un hochement de tête crispé avant de fourrer la photo dans la poche latérale de son sac, comme si ce n'était qu'un papier administratif. Elle ne lui a pas dit un mot. Pas d'au revoir. Elle s'est tournée vers l'officier derrière elle et a dit, c'est tout. Le flic a hoché la tête, m'a jeté un coup d'œil et a lâché une phrase répétée. Merci de votre coopération, monsieur. On a fini. Je les ai suivis jusqu'à la porte, mais n'ai rien dit. Camille est sortie sans se retourner. Les flics l'ont suivi, tous deux silencieux maintenant. J'ai fermé la porte après leur départ, pas fort, pas bruyamment, juste assez pour savoir qu'elle était bien close. Plus tard ce soir-là, après que Léo est allé se coucher, j'étais à l'évier, faisant la vaisselle, quand mon téléphone a vibré. J'ai essuyé mes mains, l'ai pris, et vu le message. C'était de Camille. Ton comportement aujourd'hui était offensant. J'ai engagé un avocat. Ne me contacte plus. C'était tout. Pas de contexte. Pas d'excuse. Juste une accusation plate enveloppée de jargon juridique, essayant de renverser les rôles pour se poser en victime. J'ai fixé le message un moment. Je l'ai lu 2, 3 fois. Je n'ai pas répondu.
C'était Camille, tout cracher, allumer le feu, puis jouer les choqués quand la maison s'embrase. Tout brûler et se plaindre de la fumée. Elle était sortie de nos vies, avait traîné un étranger et ses gosses chez nous, avait traité notre fils d'insolent, m'avait menti en face, et maintenant elle voulait jouer la victime. Comme si elle n'avait pas tout détruit exprès. J'avais déjà vu derrière le rideau. J'avais vu le monstre derrière le mascara. Rien de ce qu'elle pourrait dire ne me surprendrait plus. Mais j'ai pris une décision ce soir-là. Plus d'explications. Plus de chance. J'en avais fini d'essayer de comprendre la folie. J'allais protéger mon fils. Et laisser les avocats parler désormais. Le lendemain matin, après ce message ridicule sur mon comportement offensant et son nouvel avocat, j'étais dans le bureau de mon avocate avant que son café ne refroidisse. Je me suis assis face à Marie Dubois, une femme discrète et perspicace d'une 50aine d'années, qui traitait du droit de la famille depuis 20 ans, et je lui ai tendu le dossier. Elle l'a feuilleté, lentement d'abord, puis plus vite en parcourant les messages, les factures d'hôtel, les captures de Camille riant de moi dans mon dos, Marc se vantant comme un gamin. Marie a haussé les sourcils à un moment, mais n'a pas dit grand-chose. Pas besoin. Vous avez de quoi faire, a-t-elle dit. Agissons vite. Nous avons déposé une demande de divorce ce matin-là. J'ai demandé la garde exclusive de Léo sans hésitation, sans demi-mesure. J'ai dit à Marie que je ne jouais pas avec le bien-être de mon fils. Camille avait déjà montré où étaient ses priorités, et ce n'était pas avec son enfant. Marie n'a pas discuté. Elle a hoché la tête, pris des notes et lancé la procédure. La réponse de Camille est arrivée 2 jours plus tard. Par son avocat, elle demandait une garde partagée. 1 semaine sur 2. Elle prétendait que j'étais instable émotionnellement, contrôlant, et que je montais Léo contre elle. Elle disait aussi que j'avais créé un environnement hostile, en entravant sa capacité à récupérer ses affaires personnelles. Aucune mention, bien sûr, du fait qu'elle s'était pointée avec des flics comme dans une prise d'otage. Elle m'accusait aussi d'aliénation parentale. Ça faisait mal, pas parce que c'était vrai, mais parce que c'était une projection évidente. C'était elle qui avait abandonné notre fils, puis essayé de le remplacer par 2 étrangers. Mais ce qui a vraiment dépassé les bornes? Elle a tenté de récupérer Léo à l'école. Sans me prévenir. Sans l'accord du tribunal. Sans un mot à quiconque. Elle s'est pointée devant l'école un après-midi, tout sourire et voix douce, et lui a demandé de venir avec elle. Elle a dit qu'il pourrait juste passer du temps, discuter, aller dîner. Léo a refusé. Il a dit au personnel qu'elle n'était pas censée être là. Le directeur s'en est mêlé. Ils ont vérifié l'ordonnance temporaire que nous avions déposée et m'ont appelé. J'étais là en 15 minutes. Camille était déjà partie. Mais les caméras de sécurité avaient tout filmé. Son arrivée sans prévenir. Léo lui disant clairement non. Elle essayant de le convaincre quand même. L'expression sur son visage se mélange de confusion, de peur et de déception, je ne l'oublierai jamais. Cette vidéo a été soumise au tribunal, avec toutes les autres preuves. Quand le procès a commencé, c'était étrange de m'asseoir dans cette salle face à quelqu'un à côté de qui je m'endormais chaque nuit. Camille portait une blouse blanche, cheveux tirés en arrière, presque pas de maquillage, jouant à fond l'innocente, brisée, humble. Son avocat s'est levé et l'a décrite comme une mère en difficulté, une épouse dévouée, qui avait fait une erreur regrettable dans un moment de détresse émotionnelle. Ils m'ont dépeint comme un geôlier. Froid. Impitoyable. Malade mentalement. Ils ont mentionné que je n'avais pas répondu à ses textos, que je l'avais bloqué, que Léo ne voulait plus la voir, comme si je lui avais lavé le cerveau. Mon avocate est restée calme. Elle a présenté chaque pièce à conviction comme si elle tournait les pages d'un livre. Les messages. Les reçus. Les photos. Les enregistrements. Elle avait même la vidéo horodatée de l'école. Et les rapports de la psychologue pour enfants que j'avais engagée pour Léo, des documents montrant, clair comme le jour, l'anxiété, l'insomnie, la confusion que mon fils vivait depuis que Camille avait détruit son monde. Et puis est venu le témoignage de Léo. On lui a donné le choix de parler. Il n'était pas obligé. Mais il m'a regardé, puis le juge, et a dit qu'il voulait le faire. Ils ont apporté une chaise, l'ont laissé s'asseoir près. Sa voix était ferme. Pas forte, pas forcée, juste honnête. Elle les a choisis plutôt que nous, a-t-il dit.
Je ne me sens plus en sécurité avec elle. C'était tout. Une phrase. La salle est devenue silencieuse après ça. On aurait entendu une épingle tomber. Quand le juge a annoncé la décision quelques jours plus tard, j'étais seul dans le couloir devant le tribunal. Marie m'a appelé depuis son bureau. Garde exclusive accordée, a-t-elle dit. Visite supervisée pour elle. Un week-end sur 2 sous réserve de l'avis d'un thérapeute. Je me suis appuyé contre le mur, ma main serrant mon café comme si c'était la seule chose qui me gardait ancré. Elle n'a pas pleuré en entendant la décision. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas essayé d'enlacer Léo ou d'expliquer. Elle a juste fixé droit devant elle. Mâchoire serrée. Yeux plissés. Elle bouillonnait. Et c'est là que j'ai su que ce n'était pas une question d'amour. Ça ne l'avait jamais été. C'était une question de contrôle. Et elle venait de le perdre. 3 semaines calmes s'étaient écoulées depuis l'audience. Pas de messages vocaux, pas de textos, pas de visites surprises. Léo commençait à s'installer dans la nouvelle normalité. Son appétit était revenu. Les cernes sous ses yeux s'estompaient. Il riait plus, parlait d'aller pêcher, fredonnait à nouveau en se brossant les dents. Ce n'était pas parfait, mais ça semblait stable. Vrai. Honnête. Puis elle est revenue. Sans appeler, sans frapper au juste là, sur le perron, comme si elle n'avait pas détruit nos vies. C'était un jeudi après-midi. Je venais de rentrer du travail, encore en chemise d'uniforme, défroissé, avec une bouteille d'orangina dans une main et mes clés dans l'autre. Léo était chez un ami dans la rue, travaillant sur un projet scolaire. J'ai ouvert la porte et l'ai vue là. Elle ne ressemblait plus à la femme qui était sortie de chez nous au bras de Marc avec ce sourire arrogant. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, pas le genre qu'elle faisait exprès pour sembler mignonne sans effort. Celui-ci était vrai comme si elle n'avait pas regardé un miroir depuis des jours. Pas de maquillage. Yeux gonflés. Souhait trop grand. Elle semblait vide. Un instant, elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé, comme si elle attendait que je parle en premier. Mais je ne l'ai pas fait. Elle a dégluti et a enfin parlé. Marc n'est pas celui que je pensais. Sa voix était faible. Tendue. Le genre de voix qu'on utilise quand on est gêné mais qu'on essaie de le cacher derrière du regret. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Je le sais maintenant. Je n'aurais jamais, elle s'est arrêtée, a pris une inspiration, détourné le regard. Je veux réparer les choses. Pour Léo. Je suis resté là, appuyé contre le chambranle. Une légère brise faisait volter ses cheveux sur son visage, mais elle ne les a pas arrangés. J'ai laissé le silence s'étirer. Assez longtemps pour qu'il soit clair que je n'allais pas la sauver. Puis j'ai répondu. J'ai déjà tout réparé. Elle a cligné des yeux. Ça l'a touchée. Sa bouche s'est entr'ouverte, comme si elle voulait dire autre chose, mais rien n'est venu. Elle m'a regardé à nouveau. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas juré. Je ne lui ai pas demandé si Marc l'avait larguée, ou si elle avait enfin réalisé dans quel pétrin elle s'était mise. Je n'ai pas jubilé, ni rappelé les dégâts qu'elle avait causés. Pas besoin. J'ai juste reculé et fermé la porte. Pas de claquement. Pas de drame. Juste le bruit du verrou qui s'enclenche, net et définitif. J'ai posé mes clés sur le comptoir et me suis assis à la table de la cuisine. Mes mains étaient stables. Je n'étais ni en colère, ni triomphant. Juste calme. Dehors, j'entendais ses pas s'éloigner sur les marches du perron. Pas de cris. Pas de coups sur la porte. Juste le bruit de quelqu'un qui n'avait nulle part où aller, sauf loin. C'est étrange comme le pouvoir peut changer si vite. 1 mois plus tôt, elle pensait tout avoir à un nouvel homme, une nouvelle famille, une nouvelle histoire. Elle pensait que je m'effondrerais. Que Léo la supplierait. Que je serais le méchant dans l'histoire qu'elle écrivait déjà. Mais la vérité a une drôle de façon d'éclairer chaque recoin. Et quand elle brille assez longtemps, les gens commencent à voir clair. Elle l'a vu aujourd'hui. Et je n'avais pas eu besoin de dire un mot pour que ça arrive. Ce soir-là, Léo est rentré. Sac à dos sur une épaule, lacet à moitié défait. Il a posé ses affaires près de la porte et a ouvert le frigo, cherchant du lait chocolaté. Il s'est passé quelque chose pendant que j'étais parti, a-t-il demandé,
l'air désinvolte. Pas vraiment, ai-je dit. Parce que rien n'avait changé. Et c'était la meilleure partie. C'était un vendredi après-midi ensoleillé. Je venais de me garer dans l'allée après un long quart. Rien de trop intense ce jour-là, quelques accidents de voitures mineurs, des appels de routine, un vieil homme qui voulait juste parler. Le genre de journée qui vous fatigue mais vous rend reconnaissant de rentrer. J'ai garé le camion, suis sorti, et était à mi-chemin des marches quand je l'ai vu. Camille. Debout au milieu de ma pelouse, dans une robe noire moulante et un rouge à lèvres si vif qu'on aurait dit un signal d'alarme. Ses talons étaient trop hauts pour l'herbe et s'enfonçaient dans la terre à chaque mouvement nerveux. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Elle a forcé un sourire. « Salut, Thomas. Tu as bonne mine. » Je n'ai pas répondu. J'ai monté les marches, déverrouillé la porte. Elle m'a suivi. Sans attendre d'être invitée. Elle est passée devant moi comme si rien ne s'était passé, comme si elle avait encore sa place ici. Elle s'est assise sur le canapé, a croisé les jambes, ajustant sa robe comme pour une photo. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, lissant sa jupe. Beaucoup, en fait. Je me suis adossé au mur, bras croisés. Peut-être que j'ai fait une erreur, a-t-elle continué. Marc et moi, ça ne marche pas. Les garçons ne s'entendaient pas vraiment. Ce n'était pas ce que je pensais. Je suis resté silencieux. Et je me demandais si peut-être. Elle s'est arrêtée, m'a regardé avec cette expression familière. Ce regard écarquillé, cette voix douce qu'elle utilisait quand elle dépassait le budget ou ratait un dîner. Peut-être qu'on pourrait réparer ça pour Léo. C'était la goutte d'eau. C'est là que j'ai tout déballé. Tu m'as trompé, ai-je dit, calme et posé. Tu as menti. Tu as ramené un étranger et ses gosses chez nous pour nous remplacer. Tu as violé des ordonnances judiciaires. Tu m'as accusé d'être abusif pour couvrir tes traces. Tu as dit à tes amis que Léo était un obstacle. Un obstacle. Elle a ouvert la bouche, mais je n'ai pas arrêté. Et maintenant que Marc t'a laissé tomber, tu penses pouvoir revenir et tout recommencer? Comme si rien ne s'était passé? J'ai fait un pas en avant. Elle a cligné des yeux, sonné un instant. Puis son visage s'est tordu. Ce masque doux et poli s'est effrité comme de la peinture écaillée. Elle avait l'air de vouloir me gifler. Peut-être l'aurait-elle fait, si nous avions été seuls. Mais nous ne l'étions pas. Car à ce moment, le bus scolaire s'est arrêté. Léo est descendu, sac à dos à moitié ouvert, une affiche roulée dépassant sur le côté. Il plissait les yeux au soleil, marchant lentement, comme toujours quand il était perdu dans ses pensées. Puis il l'a vu. Il s'est arrêté sur le trottoir, à 10 pas peut-être. « Maman » a-t-il dit platement. Camille s'est levée rapidement. « Salut, mon chéri » a-t-elle dit, redevenant douce, penchant la tête comme si les caméras tournaient. « Je suis juste venu parler à ton père. » Il n'a pas souri. Il n'a pas bougé. « Pourquoi t'es là » a-t-il demandé. « Je suis venu parler à ton père » a-t-elle répété. « Tu devrais pas » a-t-il dit. Juste ces deux mots. Comme un verdict. C'était le vrai jugement. Celui qui comptait. Elle l'a regardé comme s'il était un étranger maintenant. J'ai vu ses yeux vaciller, comme si elle cherchait la bonne phrase pour le récupérer. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait plus rien à dire. Il est passé devant elle sans s'arrêter. Il a monté les marches et s'est tenu à mes côtés. Nous l'avons regardé partir ensemble. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle s'est juste tournée et a marché, ses talons claquant sur le trottoir comme une ponctuation. La porte s'est refermée derrière nous. Pas fort. Mais définitif. Après ça, elle a disparu. Pas d'un coup. Au début, c'était par vagues. Un texto doux par-ci, par-là. J'espère que tu vas bien. Je pense à Léo. Notre petite famille me manque. Puis vinrent les messages vocaux. Plus longs. Plus colériques. Tu l'as monté contre moi. J'ai fait une erreur, mais t'avais pas à tout détruire. Tu es cruel. Tu verras un jour. Il t'en voudra. Je n'ai répondu à aucun. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas essayé de discuter avec une femme qui n'écoutait que pour tordre les mots. Je l'ai juste bloqué. Et ensuite? Le silence.
Pas celui qui fait attendre une tempête. Celui-ci était propre. Calme. Comme si la maison respirait enfin à nouveau. Une nuit, peut-être 2 semaines après sa disparition définitive, Léo a sorti un vieil album photo de l'étagère. La couverture en cuir était usée, les pages détachées. Il s'est assis en tailleur sur le sol, tournant les pages lentement. Des photos de quand il était bébé. Ses premiers pas anniversaires. Vacances. Une de moi et Camille devant un sapin de Noël, souriant comme si nous savions ce que, pour toujours, voulait dire. Il a levé les yeux et m'a demandé doucement. « Tu penses qu'elle regarde ces photos, parfois ?» Je me suis assis à côté de lui, et rapproché l'album. « Oui, ai-je dit. Et je pense qu'elle réalise ce qu'elle a perdu. » Il a fixé la page longtemps. Puis a hoché la tête. « Je suis content que t'aies pas changé. » Je l'ai regardé, ce gamin de 12 ans qui avait grandi en quelques mois brutaux. Ses yeux n'étaient plus en colère. Juste stable. Conscient. J'ai changé, ai-je dit. Mais je n'ai pas craqué. 1 mois a passé. Léo a gardé sa routine école, amis, ses dessins de BD le week-end. Moi, la mienne au travail, maison, le regarder grandir. Puis elle est revenue. Une dernière fois. C'était un mardi. Fin d'après-midi. Le soleil était bas, le vent se levait. Je venais de tondre la pelouse quand j'ai entendu des pas sur le perron. Je me suis retourné et l'ai vu. Pas de maquillage. Pas de cheveux bouclés. Pas de robe. Juste un jean, des baskets, et un sweat trop grand. Elle semblait plus petite. Comme si le poids de tout ça l'avait enfin rattrapée. Ses mains étaient enfoncées dans ses poches. Elle n'avait plus cette démarche assurée. « Thomas, s'il te plaît. » Juste 5 minutes. J'ai avancé sur le perron et fermé la porte derrière moi. « Tu n'as plus le droit de demander quoi que ce soit. » Elle a tressailli. Déglutit difficilement. « J'étais perdu, a-t-elle dit. Je sais que j'ai tout gâché. » Tu n'as pas gâché, ai-je dit. Tu as fait des choix. Tu as tourné le dos à ton mari. À ton fils. Et quand tu t'es fait prendre, tu as brûlé tous les ponts qu'il te restait. Elle a baissé les yeux sur les lames du perron, comme si la bonne excuse y était gravée. Elle a tendu la main. A essayé de toucher mon bras. S'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. J'ai reculé. Tu en as déjà assez fait. Elle a regardé par-dessus mon épaule, scrutant les fenêtres. Il est là. Non. C'était un mensonge. Léo était à l'intérieur, à l'étage. Mais elle ne méritait pas de le voir. Pas maintenant. Peut-être jamais. Tu le regretteras un jour, a-t-elle dit, voix basse et amère. Peut-être, ai-je dit. Mais pas Léo. Je me suis retourné et suis rentré. J'ai fermé la porte. Partagez votre avis dans les commentaires, qu'auriez-vous fait si votre conjoint avait amené son amant chez vous sans prévenir? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.